Et quand on a vu réapparaître, repris par le gouvernement à son propre compte, cet amendement, alors là, on a retiré la sonnette d'alarme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort parce que le nouveau gouvernement, en fait, même s'ils disent ne pas l'avoir vraiment vu ou ne pas vraiment l'avoir compris, c'est eux qui ont décidé, alors que le précédent gouvernement avait donné un avis négatif, c'est eux qui ont décidé, le nouveau rapporteur du gouvernement, de donner un avis positif. À Mhm. la Fédé, notre vraie raison d'être, notre vrai savoir-faire, c'est d'abord de défendre un régime et donc une philosophie d'entrepreneuriat. Ouais. Entreprendre, c'est un peu notre baseline, c'est le droit d'entreprendre pour tous. C'est ça qu'on défend. Donc venez, c'est vraiment un appel, venez le 25 mars, dans la rue, il y a 15 villes en France où vous pourrez le dire, Ouais. venez montrer à la presse, venez montrer, il y aura des parlementaires qui seront avec nous, je pense à l'Assemblée nationale, venez montrer à tous que le 25 mars, on va déterminer à ce que ce truc ne passe pas. Voilà, point Donc, final. donc, bonjour, c'est Romaric, bienvenue sur le podcast Auto-entrepreneur. Vous n'avez pas pu le rater, c'est le sujet bouillant de ce début d'année concernant la micro-entreprise. Et oui, je veux bien évidemment parler de la loi visant à abaisser le seuil de TVA à 25 000 euros, et ce, quelle que soit l'activité. Pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Grégoire Leclerc. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, c'est la voix qui représente les micro-entrepreneurs lors des concertations avec le gouvernement. Grégoire Leclerc est le président et fondateur de la FNAE. Dans cet épisode, nous allons revenir sur les raisons qui l'ont amené il y a plus de 15 ans à créer la FNAE. Nous reviendrons sur les différents combats qu'il a déjà menés pour défendre le régime de la micro-entreprise et surtout, nous nous attarderons sur le sujet de l'actualité en voyant quelles ont été les motivations du gouvernement pour tenter d'abaisser ce seuil de TVA. Quelles sont les craintes majeures des micro-entrepreneurs et surtout, il nous aidera à y voir un peu plus clair pour savoir où nous allons aller dans les semaines à venir. Vous voulez en savoir plus sur cette loi visant à abaisser le seuil des TVA? Alors cet épisode est pour vous. Bonne écoute. Pour cet épisode du podcast Auto-entrepreneur, nous accueillons non pas un micro-entrepreneur, mais le président de la FNAE et la voix actuellement des micro-entrepreneurs. Bonjour Grégoire. Bonjour Maric. Comment vas-tu aujourd'hui? Je sais que l'actualité est dense pour toi, mais comment vas-tu? Eh ben ça va bien, on est obligé par cette actualité de se battre effectivement, j'ai presque dire nuit et jour. Ça va, c'est un peu tendu et c'est un peu long parce qu'effectivement on espère tous évidemment une sortie la plus rapide possible de cette crise. Ouais. Malheureusement, c'est pas encore le cas, donc voilà, on est très motivé, un peu fatigué, mais on tient le choc. Ouais, on espère un dénouement rapide. Euh, Bien évidemment, on va revenir sur toute l'actualité liée à l'abaissement du seuil de TVA à 25 000 euros pour les micro-entrepreneurs, mais on va commencer par te présenter toi, en quelques mots. Qui est Grégoire Leclerc, le président de la FNAE? Alors c'est jamais facile de se présenter. Moi, je suis Grégoire Leclerc, j'ai 42 ans. Donc j'ai fondé en fait la FNAE un peu sur une intuition de départ en 2009 quand le régime s'est créé. J'étais étudiant et avec quelques copains, j'étais assez convaincu qu'il manquait un peu un esprit de corps et une communauté, voilà, qui soit organisée autour des grandes questions qu'il y avait à l'époque sur l'émergence du régime. Le régime était tout neuf. Donc j'ai eu cette idée. En avril 2009, on s'est dit, allez, on va la structurer un peu sous forme associative. Donc Mhm. la Fédé, en fait, est née en avril. Et puis en octobre, on a eu nos premières cotisations, ouais, en octobre 2009. Et pendant un an, on a essayé de structurer un peu l'offre en se disant, bah, qu'est-ce que nos adhérents recherchent? On a commencé par un forum, on a vu que c'était pas forcément ça. On a lancé les premiers services et puis on a commencé à faire nos armes vraiment syndicales. On n'avait pas du tout l'impression et l'envie de monter un syndicat, mais c'est devenu un syndicat de Ouais, fait. Nos premières armes en 2010 avec la CFE, c'était un des premiers combats qu'on a mené, qu'on a gagné d'ailleurs. ouais, Et on a été convoqué pour la première fois au ministère cette année-là, ce jour-là. d'accord. Et on a tenu devant le ministre un discours extrêmement ferme en disant, de toute façon, maintenant c'est nous qui allons défendre les auto-entrepreneurs, etc. Voilà. Ça a commencé comme Et ça. parce que toi, à ce moment-là, tu étais micro-entrepreneur. Bien sûr, bien sûr. Et sur quelle activité? Alors moi en fait, j'ai été étudiant en école de commerce et
j'avais développé une petite activité de conseil et de développement de site web. Donc, je faisais vraiment au début un peu de l'informatique, on va dire, basique. Petit à D'accord. petit, je me suis un peu spécialisé. J'ai fait beaucoup de conseils en maîtrise d'ouvrage. Et puis après, les années ont passé et aujourd'hui, je n'exerce plus qu'une activité d'enseignement en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord. Donc, tu as gardé le statut. Ah oui, oui, je suis toujours auto-entrepreneur. J'exerce, voilà, je fais à peu près entre 8 et 12 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Mhm. Et essentiellement, vos activités de formation, je donne des cours de microéconomie d'économie digitale, essentiellement. D'accord. Et donc, comme tu l'as expliqué, bon, c'était une idée avec tes camarades étudiants pour débuter la FNAE. Euh, donc là, tu expliquais l'une des premières raisons, c'était pour la CFE. Oui, Et une des premières batailles. comment s'est passé? Tu peux nous en dire plus sur cette première bataille, justement? Alors, en fait, on venait donc d'avoir on avait une première communauté qui commençait à se structurer. On avait déjà peut-être, je dirais, entre 3 et 4 000 adhérents, peut-être 5 000. On avait à peu près 10 000 sympathisants qui commençaient à nous suivre. On avait quelques outils numériques. C'était un peu bricolé, hein, c'était un peu artisanal. Mhm. Et on était très, très, très en prise. C'est le cas aujourd'hui. On est toujours resté très en prise avec le terrain. Et on voit très vite les premiers avis de CFE tomber dans les boîtes mail. En plus, c'était mal fait parce que c'était pas forcément envoyé par mail. C'était sur le compte impôt.gouv. Il n'y avait pas de Ouais, notification. Les gens découvraient ça au dernier moment. Et on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où on a une CFE à payer? Ça n'avait jamais existé parce que la première année du régime, c'était l'année de la réforme de la taxe foncière, ce qu'on appelait d'accord. la taxe professionnelle à l'époque. Et Ouais. donc, il n'y en avait pas eu en 2009 et en 2010, ça tombe. Et là, tout de suite, on se mobilise et on a commencé, en fait, comme cette année, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des premiers sondages, voir quels étaient les montants moyens, comment les gens allaient être impactés par cet impôt. Mhm. Très vite, on a commencé à faire nos premières lettres aux différents ministères. Et la gronde est montée très vite dans la presse. On a une de nos premières adhérentes qui nous a donné un coup de main. Alors, c'est ça qui est génial avec la Fédé, c'est qu'il y a toujours des bénévoles un peu partout qui se joignent au combat et qui nous a dit, moi, je suis spécialiste en relations presse, donc je vais vous aider à faire un communiqué, puis on va l'envoyer partout. Et D'accord. voilà, ça s'est décanté très vite. On a eu un super article dans les Échos. Ça a été repris par l'AFP. Puis une fois que c'est repris par l'AFP, c'est repris par 50 journaux. Hein. Toute la presse quotidienne régionale reprend l'article. Ouais. Et donc le ministre a vu que ça grondait très vite. Ils ont dit non, non, mais ça, c'est pas possible. On n'avait pas identifié nous-mêmes les choses. Bon, un geste fiscal parce que c'est l'impôt en moins. Mais en même temps, il n'était pas prévu de rentrer dans les caisses. Enfin, c'est toujours le même débat. Hein. Et en plus, il va pas forcément rentrer parce que les gens vont pas payer. Bref, et donc Ouais. il y a eu une rencontre ministérielle avec Frédéric Lefebvre, qui était le ministre à l'époque. Et on Mhm. a, voilà, en 15 jours, on a fait tomber le truc. Comment t'as senti? C'était la première fois, j'imagine, que tu rencontrais Oui, des ministres. Tu oui. devais être relativement jeune, à peu près 25 ans, j'imagine, à ce moment-là. Oui, c'est ça, 27 ans. Ouais. Ouais. Comment s'est passée cette première rencontre? Ça doit être assez impressionnant. Bah, après, on y va, mais c'est un peu comme toujours. Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est très différent parce qu'aujourd'hui, on y va avec évidemment la force de l'expérience, la taille importante du nombre d'adhérents, etc. C'est autre chose. Puis la représentativité de la Fédé est bien autre Mm. que ce qu'elle était à l'époque. Mais à l'époque, j'y vais en me disant, de toute façon, on y va avec la force de conviction qu'on peut avoir, c'est-à-dire que j'avais bien senti que côté gouvernemental, ils n'avaient pas vu le truc venir. Donc je me dis, en fait, on est plus fort qu'eux. C'est une mesure qui va pas leur coûter non plus si cher que ça. Et en plus, c'est quand même un gouvernement, c'était encore l'époque Sarkozy. Mm. Et donc, c'est un gouvernement qui a l'entrepreneuriat au cœur et qui cherche à développer et à construire un régime qui vient à peine d'installer. Donc, ils peuvent pas être contre nous. Voilà. Donc, je me D'accord. rassurais avec ce que je pouvais. C'était déjà plus Hervé Novelli qui était ministre, c'était Ouais, Frédéric Grel qui l'avait remplacé. Mais d'accord. je me disais, bon, de toute façon, il n'y a pas de raison au moins, ils vont nous écouter. Puis si jamais on n'est pas entendu, au moins, on aura été reçu. C'est déjà une première victoire. Voilà, bon, ça s'est pas trop mal passé. Frédéric Lefebvre a été très compréhensif. Et je me rappelle, ça s'est clôturé avec un motard de la gendarmerie qui a amené au siège de la Fédé un courrier en disant, par décision ministérielle, nous avons C'est sympa. voilà, suspendu la mesure et donc elle ne sera pas appliquée cette année. Voilà, et les années suivantes, hein, d'ailleurs. Voilà, D'accord. donc ça a été top. Justement, par rapport à, petit aparté par rapport à ce premier sujet, la CFE, toi aujourd'hui, est-ce que
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que par rapport à ton premier combat, tu trouves que c'est encore juste pour les micro-entrepreneurs? Alors, je ne sais pas si je dirais ça. Je pense que la CFE, en fait, il y a eu plusieurs débats. La CFE, ça a été pendant longtemps une exclusion, c'est-à-dire on a réussi à se battre assez longtemps pour qu'elle soit complètement exclue du régime. Ouais, Après, je comprends qu'au niveau local, euh, toutes les agglomérations qui en fait lèvent cet impôt le, fassent en sorte qu'il soit, on va dire, équitable et que tout le monde en profite, parce que c'est vrai qu'il y a des services locaux qui sont mis en œuvre pour les auto-entrepreneurs et pour tous les travailleurs et pour tous les commerçants, tous les artisans, toutes les professions libérales. ouais, Donc que les gens continuent à la payer, je suis pas forcément opposé à cette idée. En mm, revanche, je suis toujours très très opposé. Nous, c'est un combat qu'on mène depuis le début. On demande à ce que cette CFE soit calculée en pourcentage du chiffre d'affaires comme l'ensemble des autres impôts. Ça serait quand même beaucoup plus simple. On parle d'une simplification. Et en ouais, plus, c'est une justice parce que finalement, celui qui fait très peu de chiffre d'affaires, il n'est pas forcément exonéré, mais il paye un tout petit peu d'impôt local. Et celui qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, il a peut-être été beaucoup plus aidé par ses parties prenantes locales. Et donc, c'est logique que lui, il fasse un peu plus qu'il paye un peu plus de cotisations locales. Mais ouais. clairement, il faut arriver à négocier qu'un jour ou l'autre, on paye en pourcentage du chiffre d'affaires et pas de manière forfaitaire comme ça, un impôt qui est très difficile à calculer. Ouais. Bon, on va pas trop s'étaler sur la CFE aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais je pense voilà, il y aurait pas mal de choses à dire, hein. Oui, Notamment les absolument. différents taux selon les communes. Oui, c'est Euh, compliqué parce qu'il y a des barèmes en plus illisibles. D'accord. mm. Donc, tu nous disais que très rapidement, la FNAE, elle a eu plusieurs milliers de Hum, membres. hum. Aujourd'hui, la FNAE a un peu plus de 15 ans. Oui. Où elle en est? J'ai lu que il y avait déjà 80 000 adhérents. J'imagine qu'il y a eu une grande augmentation du nombre d'adhérents durant les dernières semaines. Ah Aujourd'hui, où oui, en ça est c'est la sûr. FNAE? Oui. Alors, si on fait un tout petit peu d'histoire sur la FNAE, en fait, on a eu trois grandes périodes où on a progressé. On a eu une période assez fondamentale avec ce qu'on a appelé les poussins à l'époque, c'était en 2013, quand le gouvernement, je crois que c'était Jean-Marc Ayrault qui était Premier ministre, juste après l'élection de François Hollande, a voulu très rapidement remettre un coup d'arrêt au dispositif. C'était Mhm. les poussins, on s'est beaucoup battu. Là, on est passé en gros de, je dirais, 15 000 à 30 000 adhérents. On a dû à peu près doubler notre nombre d'adhérents. Un combat qui a été très long avec Laurent Grand-Guillaume. Ça a été une histoire hyper forte. Ça a structuré la Fédé, ça a donné une première assise et une première vraie crédibilité. On a gagné ce combat. La deuxième période qui nous a énormément renforcé, c'est bien sûr le Covid, où Ouais. là, on a été extrêmement actifs. Alors, en plus, on était l'une des seules organisations professionnelles à avoir mis en place des lives. Donc, on avait vraiment un rituel avec des lives toutes les semaines pendant 4 mois. On a parlé à nos adhérents. On les a défendus avec le Fonds de solidarité. On a discuté énormément avec le ministre. On discutait en direct. Moi, j'avais le portable de la ministre en charge des PME et toutes les semaines, on se faisait un point. Et D'accord. on échangeait de manière très efficace. C'est un peu pareil aujourd'hui, j'imagine. Alors aujourd'hui, j'ai pas son portable. C'est un peu différent. Non, c'est un peu différent. Mais en tout cas, à l'époque, c'était très constructif et elle avait pris sur elle de faire ça et on a vraiment construit des choses super. Donc là, on a dépassé, à partir du Covid, on a dépassé les 60 000 adhérents. C'est ce qui a permis la représentativité, du coup. Donc, on a gagné la représentativité à ce moment-là. Et puis, évidemment, la troisième période très forte, c'est celle qu'on vit en ce moment, Ouais. avec la TVA. Donc là, on a dépassé 80 000 adhérents, effectivement. Donc, ils ne se verront pas sur la prochaine mesure de la représentativité parce qu'on l'a déjà déposée, mais ils se verront Mhm. sur celle d'encore après, dans les années D'accord. 2030. Et donc là, on a clairement, oui, une fédé qui est représentative, qui est très structurée. J'ai un peu coutume de dire qu'on est devenu un peu une machine de guerre parce qu'avec nos outils digitaux et notre capacité à parler aux auto-entrepreneurs avec des cotisations très faibles en montant, on a une force et un volume assez Mm. important. Et on arrive même à aller chercher aujourd'hui des auto-entrepreneurs qui étaient adhérents à l'UDP, qui étaient adhérents à la CAPEB, qui étaient adhérents au MEDEF et qui se sont pas représentés par ces, ces, Et ces oui. syndicats-là. Ouais, parce que euh, aujourd'hui, à part la FNAE, pour les micro-entrepreneurs, il y a pas trop de choix pour adhérer à une fédération qui les représente aussi bien. Non, il y a pas. Je suis d'accord. Alors,
changer ça 2 secondes parce que j'ai plus de batterie, malheureusement. Mais ça va être pareil. Il n'y a pas beaucoup de. Tu m'entends toujours, hein, c'est bon? Ouais, il n'y a pas de problème. Je t'entends très bien. Il y a pas beaucoup de fédérations qui sont vraiment dédiées au régime. C'est-à-dire qu'on Mm. a des gros syndicats comme le MEDEF ou l'UDP, mais qui en fait agrègent au sein de leur branche énormément de métiers et surtout de régimes fiscaux et sociaux différents. À Mhm. la Fédé, notre vraie raison d'être, notre vrai savoir-faire, c'est d'abord de défendre un régime et donc une philosophie d'entrepreneuriat. Ouais. Entreprendre, c'est un peu notre baseline, c'est le droit d'entreprendre pour tous. C'est ça qu'on défend. Et donc, évidemment, que on ait des adhérents dans le bâtiment, qu'on ait des adhérents dans les services à la personne, qu'on ait des adhérents dans les professions informatiques, qu'on ait des adhérents dans le conseil, qu'on ait des adhérents dans la restauration rapide, qu'on ait des adhérents dans les gîtes et chambres d'hôtes. En fait, c'est normal, puisqu'on couvre une hétérogénéité de métiers, on couvre à peu près 180 métiers dans notre entreprise, Ouais. mais on est d'abord là pour les aider à défendre leur régime fiscal et social, leur simplification administrative et tout ce qui va avec. Mm. Donc là, tu as très bien expliqué le rôle aujourd'hui de la FNAE. Euh, Aujourd'hui, on sent même que le rôle, il est encore plus grand que ça parce que vous êtes la FNAE est peut-être le porte-parole des micro-entrepreneurs en général et pas uniquement des adhérents. En tout cas, ces dernières semaines, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Euh, mais il y a quand même une question qui pourtant aller dans le sens de la FNAE, c'est quel est le plus, pourquoi adhérer à la FNAE, alors que déjà on voit bah, que vous êtes là pour aider tout le monde. Alors, c'est une très bonne question. Il y a deux réponses à ça. D'abord, euh, il faut, et je pense que ça, il y a pas mal de gens qui l'ont compris, mais malheureusement pas tous, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux dans cette structure. Cette fédération, elle ne nous appartient pas, elle appartient pas à l'équipe dirigeante, elle appartient surtout pas au bureau ou aux administrateurs. D'ailleurs, on est tous bénévoles et on est là pour un temps fini, hein. Moi, je sais, je vais pas faire encore 15 ans à la Fédé, donc de toute façon, la Fédé, elle va survivre à tout ça et il va y avoir d'autres personnes qui vont reprendre le flambeau. Et donc, c'est important que les gens, par esprit syndical et par esprit de représentativité, de volume, nous rejoignent dans tous les cas. Même s'il y a déjà 80 personnes qui ont fait ce choix-là, mais il pourrait y avoir 80 000 autres personnes qui fassent ce choix-là, en fait. Ce serait tout à fait normal au regard de la population globale des 1,5 million de Français qui sont dans ce Mm. régime. Ça, c'est la première raison. Donc, l'union fait la force, clairement. Ouais. La deuxième raison, c'est que on a, quand on est adhérent chez nous, des services. Et on a des services qui, pour certains, sont extrêmement centraux dans l'accompagnement d'un auto-entrepreneur. Comme on a coutume de le dire, un auto-entrepreneur seul, c'est un auto-entrepreneur en danger. Mm. On a besoin d'une communauté et de services d'accompagnement. On fait de la médiation. On a un service de médiation qui est obligatoire pour tous les gens qui font du particulier. On a un service de, de guide juridique, en fait, de hotline juridique qui accompagne vraiment l'auto-entrepreneur sur toutes les problématiques qu'il peut avoir et qu'il peut rencontrer avec Ouais. l'URSSAF, avec les impôts, avec un client, avec un fournisseur, avec un bailleur. Voilà. Donc, tous ces sujets, Toute on la les a. palette. Exactement. Et c'est Mm. central parce que euh, dans d'autres fédérations, ils trouveront ce type de service, mais à des prix beaucoup plus élevés. Ou alors, ils ne les trouveront pas. Ils feront comme s'ils n'en ont pas besoin. Sur les assurances, c'est pareil. Sur les mutuelles, c'est pareil. Voilà, il y a tout un tas de services. On a un club aussi qui va avoir des réductions sur beaucoup, beaucoup de choses, un club achat. Ça, Mhm. c'est assez apprécié, c'est très apprécié. Et donc, tous ces points-là font qu'on peut nous rejoindre aussi par intérêt personnel. Ça, je veux dire, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir forcément de la philanthropie Besoin. et, et une envie de défendre une communauté. Mais on peut aussi avoir Mm. besoin simplement d'être adhérent par envie personnelle. Et aujourd'hui, à combien est le prix de l'adhésion? Alors, il y a trois adhésions. En fait, l'adhésion, elle est là aussi, on a réfléchi, évidemment, en 15 ans, on a un peu essayé tous les modèles. Donc, tout ça est assez sec maintenant, mais ça a mis du temps à se stabiliser. Aujourd'hui, on a trois niveaux d'adhésion qui permettent d'avoir, en fait, trois niveaux de couverture, on va dire trois niveaux de service, qui permettent de, en fonction des auto-entrepreneurs, de leur maturité, de leurs besoins, de cotiser à partir de 12 euros par an. 12 euros par an, donc on parle de rien, enfin, on parle de trois Pas cafés, quoi. grand-chose. Ouais. Voilà. Deux cafés à Paris. Et jusqu'à 134 pour une cotisation qui apporte l'ensemble de la couverture. Donc il y Mhm. a vraiment beaucoup plus de choses à 134 à 12, mais on peut s'y retrouver à peu près à tous les niveaux. Et D'accord. puis par ailleurs, on a des options. Donc on peut avoir une option médiation, on peut avoir des options de formation, on peut avoir une option logicielle, on peut avoir plein d'options un peu partout pour rajouter en plus.
pour ceux qui le souhaitent. Ça. Mais rien n'est obligatoire. Et encore une fois, le plus important, c'est un peu comme au sport, c'est de participer. Et Ouais, donc, cotiser à 12 euros, c'est déjà un signe important, c'est un symbole fort. Et nous, on le voit là depuis les 3 semaines de combat, là, un mois de combat. Il y a des jours où il y a des semaines où on a gagné plus de 2000 adhérents en une semaine. d'accord. Ouais, Voilà. ça fait un Donc, beau ratio c'est beau, sur surtout 80 000. quand on est dans le domaine associatif, c'est jamais aussi simple que quand on est dans le domaine voilà, commercial. Très bien. Donc là, pour les auditeurs, on mettra les liens pour adhérer à la FNAE dans la description du podcast. Grégoire, on va arriver sur l'actualité, hein, sur le point qui fait parler, qui fait discuter, qui fait vibrer plein de personnes en ce moment. Pour faire un petit récapitulatif, on va revenir un petit peu en arrière. Le 3 février, le gouvernement adopte le projet de loi finance en utilisant le 49.3. Dans ce projet de loi finance, il y a un article qui prévoit d'abaisser le seuil de TVA à 25 000 euros. Euh, Première question, quelle a été ta réaction en découvrant cet article? Est-ce que tu avais déjà entendu parler que ça allait passer en amont? Oui. Alors, oui, oui, oui. Alors, pour le coup, ça permet de remettre en avant une des forces de la Fédé, c'est que, bon, la Fédé, c'est 15 permanents. Dans les 15 permanents, on est assez bien organisé. Coutume de dire que c'est un peu une machine de guerre maintenant, la Fédé. On a des personnes qui sont en charge de la veille législative, parlementaire, gouvernementale, réglementaire, administrative. Ceux qui ont fait ça ont fait une veille très vite, donc dès le 10 octobre, on a d'ailleurs les archives sur le site web, hein, pour ceux qui veulent le suivre un peu le combat. Dès le 10 octobre, on a levé l'alarme en disant attention, il y a 3 amendements, dont un très clair qui est porté par la Fédération française du bâtiment de la Haute-Marne au Sénat et qui demande dans le projet de loi de finances de baisser le seuil de TVA à 25 000. Donc on voit l'article tout de suite, enfin on voit l'amendement, tout de suite on lève le point. On avait fait déjà un petit article de presse à l'époque avec un journal qui s'était intéressé un peu de près à ce sujet, mais rappelons que c'était une période gouvernementale compliquée. Le Clairement, ouais. gouvernement n'était pas sûr de rester, d'ailleurs il a sauté, et les débats parlementaires étaient décousus, très décousus. Donc tout ça nous allait bien d'une certaine manière parce qu'on se disait à quelque chose malheur est bon, le gouvernement va pas tenir et donc toutes ces bêtises d'amendements qui sont présents dans les textes vont sauter quoi. Voilà, ça nous allait bien. Et on a suivi jusqu'à effectivement le 49.3, la motion de censure, le gouvernement qui saute, puis on est passé à autre chose. Et quand on a vu réapparaître, repris par le gouvernement à son propre compte, cet amendement, alors là on a retiré la semaine dernière beaucoup 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 plus fort parce que le nouveau gouvernement en fait, même s'ils disent ne pas l'avoir vraiment vu ou ne pas vraiment l'avoir compris, c'est eux qui ont décidé, alors que le précédent gouvernement avait donné un avis négatif, c'est eux qui ont décidé, le nouveau rapporteur du gouvernement, de donner un avis positif et de l'inscrire dans le texte. Et c'est du coup ce texte-là qui est arrivé en CMP et qui a été validé. Donc on a dit, attention, il y a une double tromperie. Un, le gouvernement sait très bien ce qu'il fait. D'ailleurs, il a Bah une oui. estimation de chiffrage à 400 millions d'euros de recettes Mhm. fiscales. Donc un, le gouvernement sait très bien ce qu'il fait. Deux, le gouvernement fait ça de manière brutale puisque jamais, hein, alors que j'ai les preuves, hein, j'ai écrit à Matignon, à Bercy et à l'Élysée, jamais ils n'ont répondu à mes sollicitations du mois de novembre. Donc, de manière brutale, ils imposent une réforme qui est, je l'ai déjà dit, hein, assez inique, mal calibrée, pas concertée avec nous, avec des arguments qui sont fallacieux, parce que les arguments européens, en fait, ne tiennent pas, quand on voit surtout ce qui se passe avec. Justement, est-ce que tu peux faire un petit récapitulatif des motivations du gouvernement pour, euh, pour Oui. abaisser ce seuil? Alors, en fait, je pense qu'il y a deux motivations principales. La première, qui est une motivation purement budgétaire, c'est que, on le sait bien, aujourd'hui, tout le monde cherche de l'argent. Euh, et malheureusement, c'est un avis très personnel, mais malheureusement, je pense que nos gouvernements ne sont pas capables de faire des économies là où ils devraient. Et au lieu de se poser les vraies questions sur le train de vie de l'État, sur l'ensemble des choses qui nous coûtent trop cher, ils vont à la solution de facilité, donc ils lèvent de l'impôt. Et il est très, très évident que un haut fonctionnaire quelque part dans un bureau à Bercy a dit, je prends un Excel, j'applique à la TVA tous ceux qui sont au-dessus d'un certain seuil et j'en tire une recette. Ça, c'est la motivation numéro une, à mon sens. La motivation numéro deux, c'est une motivation qui est exclusivement liée au combat du BTP, qui n'a jamais désarmé, qui depuis 16 ans nous fait la misère dès qu'il peut sur le régime, parce qu'ils n'ont qu'un objectif en tête, c'est faire sortir les auto-entrepreneurs du secteur du BTP pour réserver en fait, pour réglementer en réalité leur métier
Mm. réserver leur marché à un précaré d'entrepreneurs du bâtiment au droit commun et se permettre d'augmenter les prix. On est clairement sur D'accord. cette stratégie-là. C'est une stratégie qui est très claire. Ça fait 15 ans que je les bats, que je les combats, que très, très souvent je les bats. On avait enterré malheureusement la hache de guerre, en gros depuis 2014-2015 avec les accords trouvés par Laurent Guillaume. Et malheureusement, cet amendement a déterré la hache de guerre et tout ce qui va avec. Et t'as une explication de pourquoi le gouvernement justement va dans ce sens-là, dans le sens du BTP, enfin, en tout cas des porte-paroles du Je ne BTP. sais pas, je pense que. Alors, je suis pas dans le secret des dieux, des discussions Mm. gouvernementales et peut-être parlementaires d'ailleurs avec les fédérations du bâtiment, mais il est évident qu'il y a sûrement un prêté pour un rendu dans cette histoire. Je sais que le gouvernement fait baisser les budgets ou les crédits sur la rénovation énergétique, va avoir tendance à faire baisser aussi les dépenses publiques de construction ou de reconstruction du fait de la dette de l'État, et que Mm. donc, pour faire passer la pilule, on donne une carotte. Et elle en fait partie. Le régime de l'auto-entrepreneur dans le secteur du BTP fait partie de la carotte qu'on peut avoir tendance à concéder au BTP. Je peux comprendre que dans une certaine logique d'échange gagnant-gagnant, ça se tienne, mais Ouais. je ne veux pas que les auto-entrepreneurs soient les victimes expiatoires de ça. C'est ça. C'est ignoble. Oui, C'est c'est ça. ignoble. Même si ça fait gagnant-gagnant, ça laisse quand même beaucoup de perdants dans cette histoire. Exactement. Exactement. Et là, c'est absolument ignoble de procéder de cette manière. Justement, en parlant des perdants par rapport à ce projet, euh, ok, il y a eu de nombreuses craintes. Quelles sont les craintes majeures des micro-entrepreneurs par rapport à cet abaissement? Alors, on a deux, je pense qu'on a deux grandes familles de craintes, mais il y en a une principale qui est que euh, face à cette difficulté, alors c'est évidemment plus dur pour ceux qui font de l'achat-revente, mais ça reste difficile pour tout le monde dans tous les cas, face à cette difficulté de franchir les seuils de TVA, qui voient comme un Rubicon à ne pas franchir, hein, je l'ai dit plusieurs fois dans la presse, c'est un repoussoir, c'est complexe, c'est un peu difficile, ça nécessite des opérations comptables auxquelles un certain nombre d'auto-entrepreneurs ne sont pas du tout familiers. Donc face à cette difficulté de franchir le plafond, les auto-entrepreneurs vont se freiner dans leur activité et donc ne vont plus en tirer un revenu substantiel. Ça, c'est le premier risque. C'est la première crainte principale. La deuxième crainte principale, c'est que euh, comme ils vont se limiter dans leur activité, euh, ils vont, pour une grande partie de ceux qui sont en dessous des 25 000 carrément fermer leurs portes. Parce qu'en fait, quitte à se limiter à 25 000 et à en tirer un revenu qui ne permet pas de vivre, autant arrêter, tout court. Oui, chercher une nouvelle activité en tant que Et salarié, nouvelle par exemple. activité, Mm. se dire que finalement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Surtout s'il faut commencer à cumuler un peu d'intérim, un peu de CDD, un peu de CDI à temps partiel, pour en parallèle garder une activité dont de toute façon, euh, on ne peut pas envisager la croissance, puisque les difficultés administratives, comptables, etc., rendent les choses difficiles. Mm. Et quand on leur dit, mais franchissez le plafond, ils répondent, et ils ont raison, ils répondent, mais de toute façon, nos clients ne sont pas prêts à payer la hausse de prix. C'est un peu moins vrai dans le BTP parce qu'on a quand même pas mal d'activités hein, dans le BTP qui sont à 5,5 de TVA ou à 10 de TVA. Donc, on va dire que la, la, la Ouais. douloureuse pour le client final est moins dure à avaler. Mais dans les Mm. prestations de services, dans un certain nombre d'activités d'achat-revente, la TVA est à 20%. Dans le service à la personne, la TVA est à 20%. Et c'est extrêmement dur pour les auto-entrepreneurs d'imposer ces 20% à leurs clients finaux. Donc, ils se disent de Ouais. toute façon, même si je voulais franchir le seuil, en fait, rien n'indique que j'y arriverai. Parce que bah, ça va mettre un gros coup de frein à ma clientèle. Et donc, soit je prends la paume pour moi, je ne gagne pas ma vie, soit je l'impose à mes clients, mais je perds des clients. Voilà. Et oui, c'est ça, hein, c'est ce qu'on a pu voir durant les dernières semaines. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient absorber la TVA pour eux et donc diminuer leurs revenus Bien sûr. en solution si ça venait à passer. Euh, on a quand même l'impression que, ouais, c'est en effet le BTP qui est pas la source du problème, mais en tout cas la source des interrogations et le fait que ça soit répercuté sur tout le monde, ça crée une sorte d'injustice. Euh,
pour contrer cette injustice, il y a eu des concertations, Hmm. euh, dont la FNE a été l'un des... Alors, il y a une petite moue, c'est des concertations qui n'ont Pas appeler ça des pas été concertations. satisfaisantes. Non, mais on peut pas appeler ça des concertations. Sauf que moi, je l'ai dit à la ministre à la fin de la réunion finale de concertation, si on peut appeler ça une Mm. concertation. Je dis, écoutez, en 2013-2014, on a passé 18 mois avec Laurent Grosguillaume, les fédérations du BTP. On s'est rencontrés tous les jeudis pendant au moins 4 mois à l'Assemblée nationale pour analyser les points un par un. Quid de la concurrence déloyale? Quid de la distorsion de compétitivité? Quid de la comparaison des régimes fiscaux et sociaux? Quid de l'inégalité face aux charges sociales? Quid de la problématique des requalifications liées à des diplômes manquants? Quid du stage préalable à l'installation? Ouais. Quid des assurances décennales? Tous ces points-là, on les avait vus, on avait concerté, on avait analysé, on avait deux missions de l'État, une de l'Inspection générale des finances, une de l'Inspection générale des affaires sociales, qui avait construit un rapport énorme dans lequel il y avait eu des dizaines, des centaines d'auditions. L'ensemble des fédérations professionnelles avaient été challengées avec des questions précises. On avait des analyses économétriques sur la taille des auto-entrepreneurs dans le bâtiment et en particulier dans la rénovation, la distorsion de compétitivité par rapport à des chantiers à 5,5 et au crédit TVA réel, c'est-à-dire la balance de TVA entre la TVA collectée et la TVA déductible. Et tout ça nous avait amené à des vraies conclusions, une vraie concertation et au final, euh, une acceptation d'un régime qui avait pris sa place dans le paysage entrepreneurial. Là, il n'y a rien eu de tout ça. On a eu une réunion de départ, une réunion d'arrivée, deux audios en one-to-one avec le cabinet de la ministre. Ils ont auditionné autour de 50 à 60 fédérations professionnelles qui ont toutes dit on ne veut pas de cette hausse, à l'exception du BTP qui a dit on en veut absolument. D'accord. Et Ah, d'accord, parce que justement, là, tu soulignes un point où peut-être on pouvait se poser la question, quel était l'avis des autres fédérations? Et donc, a priori, la plupart sont d'accord avec On le connaît, message on de la FNAE. connaît, on connaît 75% des fédérations qui ont été auditionnées à Bercy, puisqu'elles sont soit adhérentes de la FNAE en parallèle, soit partenaires de la FNAE. Et elles D'accord. sont sur un groupe WhatsApp commun avec nous, où on partage nos positions, nos analyses, nos sondages, nos points de vue, nos remontées terrain, nos vidéos, etc. Donc on sait très bien ce qui s'est dit à Bercy. Mais Bercy, dans son communiqué, dit une majorité des fédérations sont neutres ou favorables. C'est- Déjà, ça ne veut rien dire. Soit elles sont neutres, soit elles sont favorables. Et une minorité des fédérations sont opposées. Mais une minorité des fédérations en nombre ou en nombre d'adhérents? Ça ne veut rien dire. Une minorité, si vous avez rencontré 25 fédérations qui vous ont dit, nous, on est favorables parce qu'elles sont toutes du BTP, vous en avez rentré 25 autres qui sont toutes négatives parce qu'elles ne sont pas du BTP, mais elles représentent 3 fois plus de personnes, c'est pas la même façon de présenter les choses que de parler en nombre d'affiliés, hein, ou en chiffre d'affaires d'ailleurs. Hmm. Clairement, il y a une vraie différence de narratif parce que moi j'étais resté justement sur le message du gouvernement qui laissait penser que la FNAE était un peu isolée sur cette position. Et a priori, non. C'est Non. une bonne nouvelle déjà. Oui. C'est une très bonne Oui. nouvelle. Alors, soyons clairs. euh, la position gouvernementale aujourd'hui, elle est ambiguë parce qu'ils disent, on revient à ce qu'on disait au départ, ils disent on ne veut pas dire au BTP qu'on n'a rien gagné, mais en même temps, on a bien conscience qu'on ne peut pas faire tache d'huile avec cette mesure sur l'ensemble des autres métiers qui sont globalement très impactés par cette baisse du plafond et qui n'ont rien demandé à personne et qui ne sont en concurrence avec qui que ce soit, qui sont absolument en concurrence avec qui que ce soit. Hmm. Jamais, nulle part. Bon. Et en plus, un argument supplémentaire qui se retourne un peu contre eux, c'est qu'en Europe, la plupart des pays sont plutôt en train d'augmenter les plafonds de franchise en base. Quand on regarde l'Italie à 85 ou l'Espagne qui vient de voter 50, alors qu'ils étaient à zéro, Hmm. Ah tout oui. le monde, la France est en train d'aller à rebrousse-poil de l'ensemble des pays de l'Union. Donc on est encore une fois en train de faire un truc qui n'a pas de sens. Donc ça, on leur dit, je pense qu'ils entendent. Le vrai point, c'est à quel moment on va réussir à atterrir avec ou sans le BTP. Hmm. Nous, on a une position de principe qui est extrêmement forte. C'est qu'on ne veut pas laisser le BTP sur le côté. Pour deux raisons, essentiellement. La première, c'est que aucun des arguments qui sont apportés aujourd'hui par les fédérations du BTP ne sont valides. Il n'y a pas de concurrence déloyale, c'est pas démontré. Quand on fait 2,7% du chiffre d'affaires du secteur en Ouais, c'est auto-entreprise, infime. c'est infime.
Donc, Mm. personne ne peut croire une seconde que 2,7% fasse concurrence au reste du secteur. 3, quand on parle de la fraude, il n'y a pas plus de fraude chez les artisans auto-entrepreneurs que chez les artisans non auto-entrepreneurs. C'est peut-être même l'inverse. 4, il n'y a pas de problème de qualification. Tout le monde aujourd'hui a une qualification professionnelle pour faire ce métier, et c'est même les chambres de métier qui le vérifient. Bien sûr, ouais, il faut un diplôme ou une expérience de 3 ans. Il faut un diplôme d'expérience de 3 ans, validé d'ailleurs. Mm. Et enfin, 5, euh, dans, dans les activités du BTP, je l'ai dit, la TVA est à 5,5 ou à 10, mais en plus de ça, il y a une récupération de la TVA sur le matériel et les matériaux. Et donc, la véritable collecte de TVA pour l'État, c'est Bercy qui nous l'a confié, c'est de l'ordre de 3 à 4. Donc la réalité, c'est que si on peut parler d'une distorsion de concurrence, elle est de l'ordre de 3 à 4% sur les prix. D'accord? Mm. Donc, dans tous les cas, tous ces arguments s'effondrent dès qu'on commence à les creuser. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on dit non. De toute façon, nous, intellectuellement, on ne peut pas se permettre de convenir avec vous qu'il y a une concurrence déloyale avec le BTP. J'ai quand même l'impression, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises du BTP qui font appel à des micro-entrepreneurs pour les aider sur des chantiers. En plus, c'est-à-dire qu'en plus de ça, sur le terrain, les avis ne sont pas partagés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a énormément d'auto-entrepreneurs et d'entrepreneurs individuels qui étaient adhérents à l'UDP ou à la CAPEP qui nous rejoignent en disant, mais en fait, vous êtes les seuls à nous défendre vraiment, parce que sur le terrain, on voit bien qu'on en a besoin, nous, des Mm. auto-entrepreneurs. Et même en entreprise individuelle, ils adhèrent à la Fédé. Oui. Donc, donc déjà, il y a un vrai sujet entre la distorsion du message politique et la réalité du terrain. Puis la deuxième raison pour laquelle on ne veut pas ça, c'est qu'à partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore d'une première exclusion d'un certain secteur, et demain, les coiffeurs et les esthéticiennes vont venir nous voir en disant qu'il y a une concurrence déloyale entre les coiffeurs à domicile et les coiffeurs dans les salons. Puis après-demain, on va avoir la même chose avec les garagistes. Ils vont dire, mais attendez, moi j'ai un garage et puis j'apprends qu'il y a des gens qui font du garage, la réparation et des changements de pneus et des menus mis à jour de voitures en auto-entrepreneur. Donc, en fait, ça va s'étendre, ça va faire tâche d'huile. On va avoir à terme 20, 40, 50 professions qui vont nous demander de faire sortir du régime Oui. des métiers dont ils ne veulent pas pour protéger la précarité. Donc, pour toutes ces raisons-là, il est inentendable, inaudible, en mot français, Mm. de laisser passer euh, une exclusion du BTP à l'occasion de cette loi. Donc on s'y oppose. Point final. D'accord. Et donc, bah, par rapport à tout ça, il y a déjà eu des actions qui ont été orchestrées. Il y a eu notamment une pétition qui a reçu un grand succès. Les 100 000 signatures sont arrivées en quelques jours. 4 jours et demi. Ouais. Alors que d'habitude, ce genre de pétition met plusieurs semaines, plusieurs mois à avoir les 100 000 signatures. Il y a eu aussi un grand élan avec tous les courriers envoyés aux députés de la part des micro-entrepreneurs pour témoigner de l'injustice à laquelle ils font face. Et puis il y a eu aussi la super vidéo que la FNE a partagée avec les nombreux témoignages. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux étapes. Il y a une étape, on va dire, plutôt de pression parlementaire qui continue, qui va reposer essentiellement sur la suite que le Sénat va donner à notre pétition, puisque la conférence des présidents va se saisir du sujet. On leur a écrit pour leur demander comment ils allaient faire les choses. A priori, il y a une mission flash qui va être menée par quelques sénateurs sur le sujet. On a une idée à peu près des délais que ça peut prendre. Non, mais ça va être rapide, parce que de toute façon, quand ils parlent de mission flash, ils parlent d'une à 2 semaines. Mm. Euh, Leur objectif, de toute façon, ils sont assez convaincus par la situation. Ils voient bien qu'il n'y a pas besoin d'une fronde fiscale supplémentaire aujourd'hui. Et clairement, pour faire plaisir au BTP, on va pas mettre à terre 1 million d'auto-entrepreneurs, dont 250 000 qui sont impactés immédiatement. Donc, clairement, je pense qu'il y a un premier combat parlementaire, et notamment au Sénat. On en a un autre qui concerne les propositions de loi qui sont déposées. On rappelle qu'il y en a 4. Ces propositions de loi, elles cherchent toutes aujourd'hui une niche parlementaire pour être votées. Donc ça, c'est un grand enjeu en termes de gain de temps. Mm. Euh, voilà, on est en relation avec un certain nombre de députés. Enfin, en tout cas, on connaît tous les députés qui ont déposé les propositions de loi. On a des auditions assez régulières avec eux. On se téléphone assez souvent. Et on essaie de voir comment ils peuvent orchestrer ça dans une semaine transpartisane, par exemple, ou lors d'une niche parlementaire. Ça, c'est Ouais. le combat, on va dire, plutôt parlementaire et politique. Et Pour l'instant, je on rebondis est- sur ces propositions de loi. Maintenant, ça fait déjà plusieurs semaines qu'elles ont été déposées. Oui.
pour les micro-entrepreneurs voilà, qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas l'habitude du process, euh, après avoir fait une proposition de loi, combien de temps il faut attendre aussi pour Alors qu'il y ait une action? ça peut être très rapide, ça peut être très long. Une proposition de loi, soit il y a une niche parlementaire qui arrive, et il y a très peu de niches parlementaires, il y en a une par parti et par an, qui arrive assez vite, et les textes pour cette niche parlementaire ne sont pas encore fixés. Et donc, le député, le ou la députée peut glisser sa proposition de loi dans la niche Hmm. parlementaire. Et à ce moment-là, on la met en séance publique, on la fait voter en séance publique. Et à partir du moment où elle est votée en séance publique, là, elle commence sa navette, donc elle retourne au Sénat, enfin, elle va au Sénat, les sénateurs font la même chose, et ensuite ça revient à l'Assemblée, et c'est voté. Ça peut être effectivement très rapide, et ça peut être très lent, puisque comme il n'y a qu'une niche parlementaire par an et par groupe, bah, il faut attendre parfois 3, 4, 5 mois pour Hmm. que quelqu'un arrive à glisser un texte. Voilà. Ouais. Évidemment, ça peut faire peur. Il y a d'autres manières de faire. Il y a le fait que le gouvernement veut faire un projet de loi. Alors, si le gouvernement dépose un projet de loi, qu'il arrive à l'Assemblée, les députés peuvent aussi l'amender, avec ou pas l'aval du rapporteur général du gouvernement. Donc évidemment, on peut prendre n'importe quel projet de loi qui viendrait traiter le cas des auto-entrepreneurs à la TVA et en modifier substantiellement la rédaction pour qu'il abroge tout ce qui a été prévu dans la proposition dans le projet de loi de finances et dans le projet de loi. Voilà. On Ouais. peut utiliser ça comme ça. Et puis après, on peut faire aussi il y a aussi d'autres techniques qui est de faire un amendement sur un texte qui n'a rien à voir. On laisse passer un texte, on amende dans ce texte en rajoutant un article qui dit, ah, à propos de la TVA, je change la règle, je reviens au 1er janvier 2025, mais le risque étant que ce soit jugé comme un cavalier, ce qu'on appelle un cavalier, c'est un cavalier budgétaire. C'est-à-dire, en Mhm. fait, on ajoute sur un texte qui n'a rien à voir avec le texte. D'accord. Évidemment, si quelqu'un attaque ce texte au Conseil constitutionnel, évidemment, l'article tombe. Voilà. Ouais, c'est pas peut-être pas la façon la plus noble C'est pas la façon d'accéder la à plus ces simple de fins. le faire. Maintenant, s'il faut passer par là, pourquoi pas? Je pense qu'on va peut-être pouvoir y arriver aussi. Mais en tout cas, on essaye toutes les pistes et on est assez bien conseillé sur ce sujet pour Hmm. faire rentrer ça au bon endroit et au bon moment, et en tout cas avant le 1er juin. Ouais. Et le 1er juin n'est pas non plus une date butoir à avoir absolument en tête comme un voyant rouge. Hmm. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut se passer plein de choses après le 1er juin. Le gouvernement peut encore repousser la mise en œuvre, surtout si la gronde continue et si le texte, en fait, n'a pas fini sa navette, hein. C'est peut-être aussi une Ouais. raison administrative. Euh, et puis, n'oublions pas qu'on est dans une forme d'instabilité parlementaire et politique très Aussi. forte, et que rien n'indique que dans 3, 4 ou 5 mois, le gouvernement sera encore en fonction et le Parlement n'aura pas été dissous. La prochaine dissolution, c'est septembre, je crois. Hmm. Mais enfin, potentiellement, hein, je ne pas dire que ça va être fait, potentiellement septembre. Donc il peut y avoir Ouais. aussi des choses qui se passent dans l'intervalle qui font que évidemment, ça n'évolue pas comme prévu. Voilà. C'est vrai, après, on peut se projeter aussi loin, mais là, la suspension, elle va jusqu'au 1er juin. Oui, Donc, les micro-entrepreneurs, bon, sans message clair du oui, gouvernement, c'est vrai qu'il y a toujours plein de questions qui demeurent. Et en plus de vraiment la crainte de l'abaissement du seuil, je pense que la gronde vient aussi du fait le message n'est pas clair oui, sur ce qui peut se passer au 1er juin ou pas. oui, Et, donc là, bon, tu sembles nous rassurer. Je pense au portail auto-entrepreneur, les personnes qui regardent ça aussi ont tendance à être rassurants. Mais pour les personnes qui n'ont pas le nez sur l'actualité, c'est vrai que on peut vraiment voir cette date du 1er juin comme oui, je dois appliquer la TVA dès les 25 000 euros. oui. Alors, c'est la raison pour laquelle nous on appelle à manifester le 25 mars. En fait, il faut qu'on maintienne la pression pour que vraiment, et j'insiste là-dessus, on soit le plus clair possible au 1er juin. Donc le monde idéal, c'est le 1er juin. Le texte a été définitivement abrogé, on n'en parle plus et on enterre l'âge de guerre avec le BTP s'il y a encore une raison de faire la guerre et on passe à autre chose. Si les gens viennent le 25 mars, il faut qu'ils viennent pour cette raison. C'est-à-dire, on ne peut pas piloter une entreprise, si petite soit-elle, avec autant d'incertitudes, autant de mépris de la part du gouvernement, une règle rétroactive, qui plus est rétroactive par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2024. Et oui. Alors, on en parlera peut-être, mais nous, on est prêt à aller au Conseil constitutionnel parce qu'une QPC, qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, a toutes les chances d'aboutir. Mm. Et ce qui est certain, c'est que venir le 25 mars pour dire ça,
c'est remettre en fait dans le réel un certain nombre de fonctionnaires, de décideurs, d'élus qui n'ont pas compris comment fonctionnait une entreprise au quotidien, euh, qui n'ont pas compris l'hétérogénéité des situations du régime, qui n'ont pas compris la panade dans laquelle ils sont en train de mettre les gens avec des règles euh, pas négociées, pas discutées, pas préparées, pas pédagogiques, euh, pour certaines inapplicables quand on regarde les gens qui sont en brocante, qui ne peuvent pas récupérer la TVA parce qu'ils achètent du deuxième, des objets de deuxième cycle ou troisième cycle. Ouais. Évidemment, auprès des particuliers qui ne facturent pas la TVA puisque c'est de l'achat euh, de Bien sûr. particuliers. Je veux dire, on découvre, en fait, les gens ont l'impression de découvrir comment fonctionne une boîte en France. Voilà. Donc venez, c'est vraiment un appel, venez le 25 mars dans la rue, il y a 15 villes en France où vous pourrez le dire, Ouais. venez montrer à la presse, venez montrer, il y aura des parlementaires qui seront avec nous, je pense à l'Assemblée nationale, venez montrer à tous que le 25 mars, on va déterminer à ce que ce truc ne passe pas. Voilà, point Donc, final. donc, donc dans 15 villes différentes, il y aura donc à Paris à l'Assemblée, c'est ça? On Devant espère le faire l'Assemblée. devant l'Assemblée nationale, oui. D'accord. Donc on va partager hein, la carte que vous avez, que la FNAE a déjà partagée avec les différentes villes où auront lieu les points de rassemblement, où seront les points de rassemblement pour cette manifestation. Euh, on va arriver à la fin de cette interview. J'ai deux grandes questions pour toi, plus tournées vers l'avenir, mais peut-être un avenir un peu plus lointain. Avec toute ton expérience, comment tu vois l'avenir de la micro-entreprise aujourd'hui? Alors, c'est une question, bon, c'est une question qui pourrait nous occuper pendant 3 heures, mais non, il y a deux choses qu'on peut dire. La première, c'est que euh, je pense que le régime s'est suffisamment installé dans le paysage entrepreneurial. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion de la journée des droits des femmes, où le régime a énormément féminisé la création d'entreprises, alors que ce n'était pas du tout le cas dans les entreprises de droit commun. C'est un régime qui couvre, on l'a vu, des réalités tellement différentes, qui couvre beaucoup de ruralité aujourd'hui, où on a vraiment des sujets de désertification économique, de, de précarité dans certains cas. C'est un régime qui a répondu aussi à l'économie de plateforme, avec d'ailleurs plus ou moins de bonnes raisons, mais qui couvre aujourd'hui des livreurs à vélo, des VTC, des gens qui font du bricolage, du service à la personne, etc., etc. Donc je pense que, même si c'est jamais complètement gagné, d'ailleurs on le voit avec la TVA, mais le régime de l'auto-entrepreneur s'est installé durablement et me semble être vraiment euh, plébiscité à la fois par les Français, mais aussi par un certain nombre d'élus. Je n'aurais pas imaginé, et c'est une grande découverte de cette année 2025, qu'on arrive à avoir une telle alliance à l'Assemblée entre les députés de la France Insoumise, députés du Rassemblement national, députés centristes, autour du fait que le régime, c'est intouchable, quoi. Voilà. Oui, Mais c'est parce qu'il est hétérogène et parce qu'il recouvre tellement de réalités sociales différentes que finalement tout le monde voit midi à sa porte avec le régime. oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a tous un micro-entrepreneur dans sa Bien vie. sûr. On connaît tous un micro-entrepreneur, ce qui n'était pas le cas peut-être il y a une Non, dizaine d'années. d'accord. Ce n'est pas encore le cas. Et on sait tous qu'on sera tous un jour ou l'autre micro-entrepreneurs pour une raison ou pour une autre. Transition entre deux jobs, début de retraite, fin de mission, début d'études. Enfin, il y a toutes les raisons qui font qu'un jour ou l'autre, on peut facturer un peu une prestation, un conseil, trois travaux. Enfin bref, Ouais. même si c'est des travaux réglementés, je rappelle. Voilà, pas mettre les foudres du BTP. Donc ça, c'est la première chose, c'est que je pense qu'on a un régime qui est stabilisé. La deuxième chose, c'est que on a encore beaucoup à faire pour consolider dans les prochaines années. On a des enjeux autour de la protection sociale, je pense notamment à la retraite. Nous, on se bat pour que les gens puissent cotiser de manière volontaire à 4 trimestres de retraite, même quand ils n'ont pas atteint le chiffre d'affaires minimum, pour éviter une bombe à retardement dans les prochaines années, dans les 20 Oui. prochaines années. On a des sujets encore sur la maternité et sur les indemnités journalières. On a des sujets sur l'accident du travail, parfois, ça peut se poser. On a des sujets sur le travail avec les plateformes. On est en train de mettre en place le précompte pour que la plateforme cotise, verse la cotisation au nom et pour le compte de l'auto-entrepreneur. Mais c'est un travail, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de sujets URSSAF en ce moment avec eux. On a des sujets sur la fraude, où on continue à travailler de manière pédagogique. On a un grand slogan, frauder, c'est se tirer de balle dans le pied. On essaie d'amener les auto-entrepreneurs à comprendre les droits contributifs, à voilà, les amener Ouais. vers plus de responsabilités. Et voilà, et ces sujets, voilà, on en a quand même quelques-uns.
On a aussi des sujets sur la formation, mais en général, notamment la compréhension administrative du régime. Euh, mais tout ça, ça viendra avec le temps. On a encore, je pense, 5 années solides de combat et d'avancée pour faire en sorte que le régime soit quasiment parfait. Ça ne sera jamais vraiment parfait. Non. En tout cas, ça peut être mieux qu'aujourd'hui, et c'est déjà beaucoup mieux qu'hier. Très bien. Merci pour cette jolie analyse. Tu ne dois pas échapper à la question habituelle qui termine et qui clôture chaque épisode du podcast Auto-entrepreneur. Je pense que tu es tellement bien placé que elle va pouvoir aider beaucoup de monde. Euh, Quel conseil tu donnerais à une personne qui hésite à se lancer dans la micro-entreprise, qui est là, qui a un projet mais qui hésite? Alors, moi, je dirais, bon, déjà, il ne faut pas hésiter, parce que il n'y a pas de raison. Ça reste simple, sans risque, et finalement assez carré, assez bordé, hein. C'est pas comme envisager de grimper au sommet de l'Everest. Donc, ne pas hésiter, je pense que c'est une bonne chose. Deux, se faire accompagner. Il y a pas mal de structures aujourd'hui qui sont crédibles sur le marché, qui accompagnent, sans investir des milliers d'euros, mais se faire accompagner intelligemment, ça mange pas de pain, c'est toujours utile. Mon troisième conseil, c'est que ça sera toujours une super expérience. Ça sera toujours une super expérience, même si ça va pas loin, même si c'est un peu compliqué de trouver des clients ou de satisfaire ou de lancer un service ou voilà, de s'installer une clientèle récurrente. Ça sera toujours une bonne expérience. Ça permettra de voir aussi un autre aspect de l'économie et du travail que simplement le poste salarial. Donc je pense que dans tous les cas, ça vaut le coup d'être joué. Super. Merci beaucoup Grégoire pour tes conseils et ton temps. Je crois Avec que plaisir. ton calendrier est très Oui, rempli, alors je ne veux pas te conserver plus longtemps. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi sur la micro-entreprise et puis sur l'actualité. J'espère à une prochaine fois au podcast Auto-entrepreneur. avec plaisir. Merci À Romaric. bientôt. À À bientôt bientôt. Grégoire. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast Auto-entrepreneur. J'espère que vous avez pu trouver les réponses à vos questions concernant l'actualité et l'abaissement du seuil de TVA. Concrètement, aujourd'hui, nous n'en savons pas beaucoup plus sur ce qui va advenir de cette loi. Les signaux peuvent être positifs, avec notamment le soutien de nombreux députés, avec la FNAE qui a fait entendre sa voix et surtout celle des nombreux micro-entrepreneurs qui avaient des craintes. Mais aujourd'hui, la mobilisation continue. La prochaine étape, ce sera la manifestation, ou je dirais plutôt les manifestations, le 25 mars dans 15 différentes villes en France. Je vais vous mettre toutes les informations dans la description de cet épisode pour que vous puissiez retrouver les points de rassemblement. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode hypnotique. Je ne vous en dis pas plus. D'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.